quelques présentations. Donc, je me présente Justine Cardal, adjointe chef de bureau parcours des élèves et orientation auprès de Laurent Mété qui est également présent en visioconférence. Et puis Paul Rousiès. Et donc Paul Rousiès, chargé de mobilité, donc je travaille sur le programme ADN Mobilité. Voilà. Donc, ce webinaire est dédié aujourd'hui au programme ADN Mobilité pour sa version 2025-2026. Et les objectifs sont les suivants. Donc, faire un point d'étape sur le programme, présenter le calendrier de la campagne 2025, accompagner la mise en place en établissement et donc ensuite répondre bien sûr à toutes vos questions. Donc, on fera un point après cette courte présentation pour répondre à vos questions. Je sais que c'est Bioprox qui a le moins de bonnes. Et donc commencer sur un point sur la participation au programme. Donc ce point d'étape vous permet d'avoir une vision d'ensemble des pays qui participent. Excusez-moi, je suis tombé, coupez vos micros. El sonido. Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Je vous le renvoie de suite. On a eu en fait. Est-ce que vous pouvez couper les micros de tout le monde, désactiver les micros là pour la présentation? Je ne sais pas si vous pouvez le faire depuis votre compte, Justine et Paul. J'ai pas l'impression. Bon. Donc ce petit point d'étape pour que vous ayez une vision d'ensemble donc, des établissements qui sont actuellement inscrits au programme. Donc au total, ça représente plus de 70 pays, donc 131 établissements. Et en termes de places disponibles, il y a donc 126 places disponibles en solo et 1155 places disponibles en duo. Donc pour rappel, la distinction entre les deux formules solo et duo. Solo, les deux élèves sont simultanément dans la famille et dans l'établissement de leur binôme, tandis que pour la formule duo, ils sont ensemble dans la famille et dans l'établissement du binôme. Donc voilà, ça peut aussi vous permettre ce point de voir en établissement, notamment auprès des élèves qui sont candidats, qui sont motivés par le programme ADN Mobilité, de présenter les différents établissements et de leur dire que voilà, il y a toutes ces possibilités qui s'offrent à eux. Toutes ces données sont visibles sur la plateforme Agoramonde dans l'onglet dédié au programme ADN Mobilité. Je vous montrerai ça tout à l'heure, mais voilà, ça vous permet d'avoir cette vision d'ensemble et puis aussi ça nous donne l'occasion de vous faire un rappel pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il est encore temps d'inscrire votre établissement au programme ADN Mobilité. Donc tout se fait sur la plateforme sur la plateforme Agoramonde directement. Vous avez reçu la note de cadrage du programme mi-octobre et il y a toutes les ressources nécessaires qui vous permettront de mettre à jour notamment cette page établissement pour indiquer votre participation au programme en tant qu'établissement, indiquer le nombre de places disponibles et faire partie de cette belle aventure. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça nous permet d'avoir un panorama global, mais voilà, ayez conscience il y a 70 pays qui s'offrent à vos potentiels candidats élèves. Est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît, Madame Willman? Merci. Alors, le calendrier des étapes, donc nous sommes à la deuxième étape de ce programme. Donc la première étape en fait consiste donc pour les élèves qui sont intéressés, donc les élèves de seconde de vos établissements qui sont intéressés, à se créer un compte sur la plateforme Agoramonde. Et c'est également l'étape qui vous permet à vous, en établissement, de présenter le programme aux familles, aux élèves et à la communauté aussi éducative pour mettre au courant toutes les personnes potentiellement intéressées. Là, on rentre maintenant dans la phase de candidature interne, puisque le programme se découpe notamment
pour la candidature en deux parties. Il y a d'abord une partie candidature interne qui se fait vraiment au niveau de l'établissement, en sachant que ce sont les élèves volontaires pour participer à ce programme-là qui font acte de candidature et qui remplissent un formulaire élève et un formulaire représentant légal et qui le transmettent à la personne qui est référente ADN Mobilité dans l'établissement. Et vous, ça vous permet dans un premier temps de faire un bilan des candidatures en interne, notamment pour savoir si vous avez besoin, par exemple, de faire une commission de sélection interne, s'il y a plus de candidats que de places disponibles dans votre établissement, par exemple. Donc, on est dans cette deuxième phase-là. Donc, ce qui est vraiment important là pour vous en établissement, c'est de mettre à jour la page d'établissement si ça n'a pas déjà été fait. Donc, cette page établissement, elle vous permet de mettre à jour toutes les informations concernant votre établissement, de mettre à jour les descriptions, de mettre à jour des photos si vous en avez, et Io surtout sam sadziać są. d'indiquer votre... I telefon biorę auto. I mam sens. Aj, doszło właśnie, bo obu na coś. Donc, c'est vraiment important pour vous en tant qu'établissement, aussi pour valoriser votre établissement dans le programme, que cette page établissement soit mise à jour. Donc, je vous montrerai tout à l'heure où est-ce qu'elle est accessible sur la plateforme et comment vous pouvez la mettre à jour. Et puis, donc, jusqu'au 22 novembre, vous avez à récolter un peu toutes les candidatures internes, donc tous les formulaires de candidature élèves et représentants légaux des personnes qui sont volontaires pour participer au programme. Et puis, en fonction du nombre, si vous en avez besoin, vous pouvez organiser une commission de sélection interne pour faire correspondre le nombre de candidats au nombre de places disponibles dans votre établissement. Donc, à partir du 22 novembre, on entrera dans la phase de saisie en ligne des candidatures pour les candidatures sélectionnées uniquement. Donc, tout se fera sur la plateforme Agoramonde. Donc, ils pourront, en se connectant sur leur compte et en allant sur la page dédiée au programme, à l'onglet ADN Mobilité, ils pourront faire acte de candidature et saisir en ligne leur candidature. C'est les informations qui sont demandées en ligne dans le formulaire élève et le formulaire représentant légal sont exactement les mêmes que celles qu'ils auront déjà remplies, renseignées dans les formulaires de candidature internes. Donc, c'est uniquement pour saisir en ligne les informations qu'ils ont déjà remplies et pour que leur candidature soit vraiment prise en compte sur la plateforme et qu'ils puissent ensuite passer à la phase de constitution des binômes qui se fera en plusieurs temps. Il y aura donc un premier tour de l'algorithme donc qui va proposer des formations de binôme. Donc, c'est fait en fonction des vœux, évidemment, c'est le premier critère, les vœux, et puis également en fonction des informations qui sont renseignées par l'élève et par son représentant légal dans son dossier, notamment sur la vie quotidienne, les hobbies, les centres d'intérêt. Donc, voilà, il y aura un premier tour donc, qui sera organisé le 10 décembre. Donc, les élèves candidats auront le résultat de ce premier tour et ils pourront ensuite entrer en contact avec la famille proposée, le binôme proposé, pour faire connaissance dans un premier temps, puis aussi commencer à réfléchir aux éventuels, à l'organisation de cet échange-là. Donc, à l'issue de ce premier tour de l'algorithme, les élèves ont deux possibilités. Soit ils acceptent le binôme qui leur est proposé, soit ils le refusent. Et il se peut aussi que des élèves n'aient pas reçu de proposition de binôme. Et c'est pour cette raison qu'il y a un deuxième tour qui est organisé, donc le 12 janvier, et qui permet de reproposer des binômes aux élèves qui n'avaient pas eu de proposition. Et donc, à partir de ce deuxième tour, il y a, de la même manière qu'au premier tour, une période d'échange avec la famille pour faire connaissance, pour discuter de l'échange en lui-même.
Et pour les élèves qui n'auraient toujours pas eu de proposition de binôme à l'issue de ce deuxième tour, nous allons organiser au bureau parcours des élèves et de l'orientation une commission donc pour tous les candidats qui n'ont pas eu de proposition le 28 janvier. Et l'objectif de cette commission, c'est pour les élèves qui veulent vraiment partir en échange et participer au programme ADN Mobilité, l'objectif est de leur faire des propositions. Ça te dérange pas? Non. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, Madame Ouda Larna? Donc, cette commission aura pour but de proposer des binômes à des élèves qui n'ont pas eu de proposition jusqu'alors. Donc voilà, il y a 3 tours, en gros, pour constituer des binômes. Le premier tour le 10 décembre, le deuxième tour le 12 janvier et la commission qui se fera le 28 janvier. Une fois que les binômes sont constitués, que les familles sont d'accord, que les élèves sont d'accord aussi, il y aura toute la phase de préparation au départ, donc avec notamment la signature de la convention, qui est très importante, entre les familles et entre les établissements. Et c'est uniquement après que la signature ait été signée que les demandes de visa et la réservation des billets peuvent être enclenchées par les familles. Et on insiste vraiment sur cet ordre-là. C'est d'abord la signature de la convention et après l'aspect logistique, que ce soit les demandes de visa ou la réservation des billets. Et donc, une fois que cette signature est apposée à la convention, les échanges peuvent débuter donc entre février et juin. Les périodes d'échange sont vraiment définies entre les familles et entre les établissements selon les capacités d'accueil de chacun. Donc voilà pour les grandes étapes de ce programme-là. Donc vous voyez on est encore au début, mais ça va s'accélérer avec le mois de novembre. Donc voilà, donc les actions à mener pour revenir rapidement sur ça. Donc jusqu'au 22 novembre, en établissement, vous pouvez donc mettre à jour la page établissement pour mettre à jour les informations et pour indiquer votre participation au programme ADN Mobilité en cochant la case dédiée et également en indiquant le nombre de places disponibles dans votre établissement. Et c'est aussi la période qui vous permettra de recueillir toutes les candidatures internes des élèves qui sont intéressés par le programme. Et en fonction du nombre de ces candidatures-là, vous pourrez organiser une commission de sélection interne. Voilà, donc jusqu'au 22 novembre, vous pouvez faire tout ça. Et à partir du 22 novembre, c'est la phase de saisie en ligne des candidatures jusqu'au 5 décembre. Voilà, ça laisse suffisamment le temps pour les élèves et leurs représentants légaux de saisir en ligne leur candidature, puisque le dossier qui est à saisir en ligne est exactement le même que les candidatures internes. Voilà, donc pour mener à bien toutes ces actions, vous avez des documents supports qui sont à votre disposition sur la plateforme. Hop. Alors, donc, ces documents-là sont disponibles sur la plateforme dans l'interface administration, donc dans l'onglet ADN Mobilité et dans l'onglet documents support. Donc là, vous avez vraiment tous les documents, que ce soit la présentation du programme, que ce soit le flyer, la note de cadrage, toutes les annexes qui vont avec. Et donc, c'est dans ce vivier de ressources que vous pourrez trouver celles qui vous seront utiles pour ces 2 prochaines étapes. Je vais vous montrer rapidement. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Est-ce que vous voyez bien le site internet, la plateforme? Laurent, est-ce que tu vois Oui, on le voit. Oui, c'est bon, ouais, c'est bon. Très bien. Donc, quand vous êtes connecté sur Agora avec votre compte administrateur en rôle établissement, donc le rôle administrateur établissement, c'est vraiment le rôle qui vous permet de gérer, de suivre toute la campagne ADN Mobilité. Donc vous allez dans Mon compte, partie administration,
Et là, vous arrivez sur l'interface administration. Je vous parlais de la phase importante de mise à jour de la page établissement. Ça se fait depuis l'onglet Gestion des établissements. Donc là, vous cliquez sur Gestion des établissements. Vous aurez uniquement votre établissement qui va apparaître. Donc on va prendre par exemple la première école, un exemple. Et donc là, vous avez toutes les informations, le nom de l'établissement, l'adresse, voilà, toutes les informations que vous pouvez remplir, mettre à jour. Donc, le titre, l'introduction. Donc voilà, on vous invite vraiment à mettre à jour ces informations-là, c'est important. Ça permet aussi aux élèves qui vont regarder quels sont les établissements qui y participent à avoir une première idée des établissements dans lesquels ils voudraient aller. Vous pouvez même mettre des photos, des logos. Enfin voilà, c'est assez complet pour avoir une idée de ce programme-là. Et c'est ensuite en cochant la case cet établissement participe au programme ADN Mobilité que vous actez la candidature, la participation de votre établissement au programme. Et donc, en cliquant après, vous renseignez le nombre de places disponibles en solo ou en duo. Voilà. Donc là, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite vraiment à mettre à jour cette page, à indiquer votre participation au programme. C'est important pour vos élèves parce que c'est ce qui permettra aussi à vos élèves de candidater en ligne. Il faut absolument que vous ayez cette case qui soit cochée. Et puis, ça permet aussi aux autres élèves de voir que vous participez et donc de candidater, de faire un vœu dans votre établissement. Donc ensuite, pour toutes les ressources qui sont utiles au suivi et à la gestion du programme ADN Mobilité, vous avez un onglet dédié, toujours dans la partie administration, donc ADN Mobilité. Et là, vous avez l'onglet Documents support, donc où on a déposé tous les documents qui vous sont utiles, et notamment la note de cadrage avec les différentes annexes qui vous sont utiles. Alors là, pour ces différentes étapes, il y a par exemple le tutoriel mise à jour de la page établissement, donc qui vous montre sensiblement ce que je vous ai montré à l'instant. Et puis ce qui est important, c'est évidemment la note de cadrage, mais là vous pouvez d'ores et déjà télécharger donc le formulaire élève et le formulaire représentant légal. Donc qui sont des documents en PDF et qui sont des documents en PDF modifiables. Donc ça veut dire que vous pouvez les transmettre aux personnes, aux élèves qui sont volontaires pour le programme et ils peuvent le remplir directement depuis leur ordinateur ou depuis l'ordinateur familial et ensuite vous la retransmettre. Donc on a essayé de rendre tout ça plus simple parce qu'on sait que les outils numériques sont beaucoup utilisés. Donc voilà, on a essayé de faire en sorte que ces documents soient remplissables depuis les ordinateurs. Hop, voilà, donc il y a le formulaire représentant légal et le formulaire élève. Et c'est notamment si vous organisez une commission de sélection interne, c'est aussi ces documents-là qui vont vous permettre, qui vont rentrer en compte dans les documents importants pour la sélection, notamment pour voir si le projet est cohérent, si la famille a la possibilité d'accueillir un élève, un binôme chez elle. Voilà, ça vous permet d'avoir aussi voilà, une idée des personnes qui candidatent. Donc c'est vraiment important. Tous ces documents-là sont disponibles dans cette partie-là, documents support. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous en saisir pour les transmettre à vos élèves. Et puis un document qui est important aussi, qui vous permet d'avoir un déroulé global, c'est la feuille de route de la campagne ADN Mobilité, qui vous permet notamment en tant que oui, c'est celle-là. Hop. En tant que référent ADN, mais c'est aussi utile pour les chefs d'établissement d'avoir un découpage de toutes les différentes étapes. Donc en fait, ça rentre plus en détail que ce que je vous ai énoncé tout à l'heure et ça peut vous être utile pour savoir à quelle étape vous en êtes, ce que vous avez à faire sur ces étapes-là et sur ces temps dédiés. Donc voilà, je vous invite aussi à feuilleter cette feuille de route qui est détaillée et vous avez également le document qui est dédié à la commission de sélection interne si vous avez besoin d'en organiser une dans votre établissement. Voilà, tous ces documents sont disponibles dans la partie documents support de l'onglet
ADN Mobilité de la partie administration. Voilà. Donc pour cette étape jusqu'au 22 novembre, ce que je vous disais, voilà, les différents documents utiles sont la feuille de route, la note de cadrage, le formulaire représentant légal, le formulaire élève, et puis également le tutoriel mise à jour de la page établissement, si vous en avez besoin, si vous ne l'avez pas déjà mise à jour. Voilà pour les grandes informations qu'on voulait vous communiquer lors de ce webinaire. Vous pouvez maintenant nous poser toutes les questions que vous voulez. Je vais prendre d'abord les Peut-être je vais questions. regarder si on est sur le chat. Il y a déjà des questions sur le chat, oui. Peut-être arrêter. Alors, Les inscriptions ne sont pas closes. Alors non, les inscriptions ne sont pas closes. Vous avez encore la possibilité d'acter quels élèves pourront participer. On est toujours dans la phase de candidature interne, donc c'est pas clos. et même, c'est vrai qu'il y avait la date butoir du 17 octobre pour la création des comptes. Cette date-là, évidemment qu'elle est élargie et que les élèves peuvent encore créer leur compte. En fait, ce qui est important, c'est que les élèves qui vont candidater disposent d'un compte à compter du 22 novembre. Donc, vous avez encore jusqu'au 22 novembre, en fait, pour aussi créer les comptes de vos élèves, que vos élèves puissent créer des comptes. Voilà, c'est vraiment important qu'à partir du 22, celles et ceux qui veulent candidater disposent d'un compte sur la plateforme Agoramundi. C'est une question. Donc, le dossier élève et le dossier représentant légal, comme je vous ai montré, c'est dans la partie administration, dans l'onglet dédié ADN Mobilité, documents support. Si des élèves refusent les propositions de binôme au premier tour, peuvent-ils participer au deuxième tour puis au troisième tour? Alors, non, et en fait, c'est aussi ce qui va vous permettre notamment de sélectionner éventuellement des candidats, c'est que on a veillé à insister cette année sur l'envie de partir, sur l'envie d'échanger. Alors certes, la destination compte évidemment, mais on vous invite vraiment, notamment dans cette période-là de candidature interne, les élèves vont commencer à faire leurs vœux, à réfléchir aux destinations et aux vœux qu'ils souhaitent faire. On vous invite à veiller à ce que les vœux qui sont effectués, les vœux qui sont notés, ne puissent pas être refusés. C'est-à-dire que à partir du moment où un élève formule un vœu et que la proposition de binôme correspond à un vœu qu'il a formulé, logiquement, l'élève ne peut pas refuser, à part s'il y a un problème avec la famille du binôme ou qu'ils ne se sont vraiment pas du tout entendus, que les familles ne se sont pas du tout entendues sur la façon de procéder à l'échange. Voilà, quelques cas très particuliers, mais à partir du moment où les vœux sont saisis dans le formulaire de candidature et que une proposition leur est faite en respectant ces vœux-là, normalement, ils ne sont pas censés pouvoir refuser. Alors j'ai un bug sur la gestion établissement. Ok, on va noter les éventuels bugs que vous rencontrez pour les faire remonter. N'hésitez pas dans ce cas-là à nous écrire un mail sur l'adresse dédiée, donc agora.aefe@diplomatie.gouv.fr, qui a été communiquée dans le VTT. On vous la remettra dans le chat. Et donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous écrire sur cette adresse dédiée. Alors, pourquoi faut-il signer la convention avant d'effectuer les demandes de visa? En fait, il faut absolument que ce soit validé et notamment que les dates de l'échange soient fixées et que ce soit que les deux familles, les deux établissements soient d'accord sur les dates de l'échange parce que c'est arrivé plusieurs fois qu'il y a un décalage et qu'en fait la convention soit pas signée et qu'en fait les familles s'empressent de faire les demandes, d'acheter les billets et qu'en fait on se retrouve à la fin avec des dates qui correspondaient plus forcément au vol qui avait été pris. Alors évidemment, si
les familles sont d'accord et que la demande de visa peut prendre un peu de temps, vous pouvez évidemment anticiper, mais c'est surtout sur la réservation des billets d'avion qu'il est arrivé qu'il y ait des problèmes au niveau des dates. Donc voilà, essayez de respecter cet ordre-là pour pas que les familles se retrouvent avec des billets qui correspondent plus aux dates de l'échange. Alors, assurance, établissement, élève. Monsieur Viard, est-ce que vous pouvez préciser votre question éventuellement? Bonjour, non, je n'ai pas posé de question. Je ne comprends pas. Monsieur Vial de Monsieur Viard. Ah, Rabat. pardon, c'est Monsieur Viard, c'est pas Monsieur Vial, excusez-moi. D'accord, pas de souci. Sébastien Viard, Rabat. Qu'est-ce qu'il a écrit après? On va continuer. Alors, les élèves ont-ils la possibilité d'entrer en contact entre eux et ainsi de formuler un vœu précis de binôme? Non, les élèves n'ont pas la possibilité de rentrer en contact en amont. Et de toute façon, les binômes ne peuvent pas être faits manuellement, c'est-à-dire que dans tous les cas, les binômes sont faits automatiquement à partir de cet algorithme. Donc, il veille à respecter d'abord les vœux et ensuite la, la, comment on dit L'appariement? le matching, oui, l'appariement, faire en sorte que les profils des élèves correspondent plus ou moins selon les critères qui sont renseignés dans le formulaire. Mais ils n'ont pas cette possibilité-là d'entrer en contact en amont entre eux. Alors, hop, il a indiqué, si ma candidature est validée par l'établissement, je la saisis en ligne sur Agoramonde. Est-ce que nous avons la main pour empêcher un élève de s'inscrire Oui. sur ADN Mobilité s'il a fait l'objet d'un avis défavorable? Oui. Oui, tout à fait. Vous pourrez en fait alors soit dans la partie administration ADN Mobilité, vous avez un onglet document support, mais vous avez aussi un onglet candidature qui vous permettra d'avoir toutes les candidatures qui sont faites dans votre établissement et donc dans ce cas particulier de supprimer la candidature ou d'empêcher la candidature d'un élève qui a eu un avis défavorable à la commission de sélection. Vous avez cette possibilité-là, vous avez la main, vous avez encore la main. Sans cocher si vous ne cochez pas d'ailleurs la coche, l'élève ne pourra pas participer au programme. Donc c'est vraiment vous qui validez la participation et la candidature de l'élève dans la plateforme Agoramonde. Et sans ça, il n'y a pas de participation au programme. Alors, pouvez-vous expliquer la différence entre une candidature solo et une candidature duo? Alors, tout à fait. Donc, la candidature solo, donc en fait, le programme ADN Mobilité repose sur la constitution de binôme. Donc, ça, c'est le plus important. Ensuite, donc, il y a un appariement qui est fait entre deux élèves. La formule solo, l'élève part tout seul dans la famille et dans l'établissement de son correspondant, de son binôme. Et pendant ce même temps, l'autre part dans sa famille et dans son établissement. Donc en fait, c'est un échange où ils ne se croisent pas. Ils sont simultanément dans la famille et dans l'établissement de l'autre. Donc ils sont seuls dans l'établissement et dans la famille. La formule duo, c'est une formule plus traditionnelle de correspondance où les deux élèves sont ensemble dans la famille et dans l'établissement. Donc vous voyez que la formule duo, c'est celle qui est la plus demandée généralement, parce que c'est celle qui est la plus intéressante, puisqu'en fait, ça nous permet aussi de découvrir, enfin, de passer du temps avec un élève de notre âge dans un autre établissement, et ça facilite généralement aussi l'intégration dans l'établissement pendant la période de l'échange. Donc solo, ils sont simultanément dans la famille et dans l'établissement de l'autre, ils ne se croisent pas, et duo, ils sont ensemble. Alors, aucun document ne se trouve. Ah, oui, ma remarque. Ok. Ok. Il y a une question sur un format de photo. Ah oui. Compliqué. Pour actualiser la photo de profil établissement, y a-t-il un format spécifique? Non, non, il n'y a pas de format spécifique. Le PNG, ça fonctionne très bien. Hop. Si on décide de proposer à 11 élèves de participer au programme, peu importe, en solo ou duo, comment l'indiquer sur la page établissement? Alors, sur votre page établissement, il faut que vous définissiez quand même
un nombre de places disponibles et que ce soit attitré à des places solo ou à des places duo. Vous, en tant qu'établissement, vous ne pouvez pas cocher peu importe. Vous êtes obligé de définir quand même un nombre de places strict pour la formule solo et pour la formule duo. Après, par exemple, si vous avez déjà en tête les 11 élèves qui vont participer à ce programme-là, vous pouvez, en fonction de leurs besoins, c'est-à-dire si vous avez dans ces 11 élèves 10 élèves qui vous disent bah, moi je veux partir en duo et un élève qui vous dit moi je veux partir en solo, vous pouvez tout à fait ajuster à ces élèves-là. Mais il faudra dans tous les cas que vous notiez le nombre de places disponibles et que vous les associez à une formule. Alors, à partir de quand est-ce que chaque établissement doit indiquer les places disponibles duo solo? Bah, Dès à vous présent. pouvez ouais, dès Dès à maintenant. présent. Vous pouvez le faire dès la fin de ce webinaire, comme ça vous y penserez directement. Est-ce que le nombre de ces places peut changer en cours de processus? Oui, non. Si Alors, possible, non. si possible, non. L'idée étant que, en fait, ce nombre de places, ça donne une indication aussi aux élèves et aux familles qui candidatent au programme. Donc, vous pouvez le modifier à la marge, mais l'idée, c'est pas de passer de 5 places en duo à, d'un coup, 35 places en duo. Donc, évidemment que vous pouvez le modifier, mais par contre, vous pouvez le modifier, jusqu'au 22 novembre. Parce qu'à partir du moment où les élèves commenceront à saisir leur candidature en ligne, il faut que toutes les informations soient les bonnes. Et donc, après le 22 novembre, vous ne pourrez absolument plus changer. Et avant le 22 novembre, vous pouvez modifier, notamment voilà, en fonction de de votre réflexion. Vous pouvez changer, mais à la marge. Le mieux étant de définir directement un nombre de places disponibles. À qui faut-il signaler un changement de référent? Directement sur l'adresse Oui, agora.aefe@diplomatie.gouv.fr, qui est l'adresse générique qui vous permet par écrit de faire ce changement, et nous en chargerons ici à l'AEFE. en sachant que en tant que donc normalement vous avez un compte administrateur rôle établissement, donc un compte administrateur au niveau de votre établissement. Et ce compte-là, le statut de ce compte-là vous permet par exemple de créer un autre compte avec le même statut que vous pour votre établissement. Donc par exemple, si vous avez à créer un compte pour un nouveau référent ou la personne change et que vous devez absolument créer un compte, vous pouvez le faire vous-même et vous avez cette notice, ce tutoriel pour créer des comptes établissements qui figure aussi dans la partie administration, mais cette fois dans l'onglet Documents support Agoramonde, donc qui est tout en bas à gauche de la partie administration. De manière générale, comment sont couverts les élèves durant l'échange? Alors, c'est aux familles d'organiser, en fait, de prévoir éventuellement une couverture spécifique ou alors enfin, d'étendre la couverture qu'ils ont déjà. Voilà, c'est plutôt aux familles de s'organiser en fonction de cet échange-là. Alors, pour les binômes formés dès le premier tour, peut-on envisager un départ dès la mi-janvier, une fois que les conventions sont signées? En théorie, oui, mais je vous invite quand même à... Enfin, euh, on a laissé un laps de temps entre février et juin qui est normalement suffisant pour avoir un échange. Donc, a priori, il n'y a pas besoin de se précipiter, même si je comprends l'excitation et l'envie de partir vite en échange. Euh, il peut toujours y avoir des petits couacs au moment des échanges de la signature. Donc, mais en théorie, oui, une fois que la convention est signée, que les familles sont d'accord, vous pouvez enclencher l'échange. Il n'y a pas de contre-indication pour ça. Les familles s'occupent bien des demandes de visa. Oui, Oui. tout à fait. Tout ce qui est en fait logistique
pour l'échange du point de vue de la famille, donc que ce soit la demande de visa ou la réservation des billets, c'est vraiment à la charge des familles. Et donc, ce sont elles qui s'organisent pour ces deux points-là. Alors, il y a 2 ans, mon élève est parti au lycée français de Vienne et sa famille d'accueil l'a réceptionné en Italie car en vacances. Est-il toujours possible de s'organiser de cette façon pour les familles? Oui, en fait, ça vraiment, nous, on laisse la main en fait aux établissements et aussi aux familles pour s'organiser comme elles le souhaitent en fonction des vacances scolaires, des lieux de résidence. Ça, c'est vraiment propre à l'échange et propre au binôme. Donc, ce sont les familles qui s'organisent entre elles et qui définissent ces modalités-là. En Alors échange. après, quand même, je précise quand même pour ces échanges, ils sont quand même transmis au poste diplomatique. Oui. Donc les postes diplomatiques ont la liste des élèves qui vont partir et qui vont être accueillis. Il faut quand même veiller sur ce point-là, parce que là, si c'est dans un pays différent, ça veut dire que le poste n'est pas au courant qu'un élève part en échange, enfin part dans un autre pays qui n'est pas celui qui a été validé dans l'échange. Donc il faut, voilà, enfin si bon, si c'est un pays un peu à risque, ça peut potentiellement quand même être un peu délicat. Donc si l'élève n'arrive pas dans le pays de destination prévu par l'échange, je pense que c'est quand même bien d'informer le poste diplomatique du pays concerné pour qu'il soit au courant quand même. Par précaution, je pense que c'est quand même plus prudent. Les élèves peuvent-ils interrompre l'échange si ça ne se passe pas bien? Dans la convention, vous avez 3 articles par rapport à l'interruption du programme qui font référence à 3 possibilités d'interruption qui ont été un peu légiférées dans cette convention. Et donc, vous avez ces 3 articles, articles 15, 16 et 17, une petite heure dans la convention, qui sont les 3 raisons pour interrompre l'échange et les conséquences associées. Voilà, donc je vous invite à aller voir ce document dans la note de cadrage. Un établissement peut-il imposer des dates de départ de ses élèves afin de limiter l'impact pédagogique? Établissement rythme sud. Oui, mais alors tout en sachant que il faut que les établissements des binômes soient aussi d'accord avec ces dates-là et qu'ils aient la capacité d'accueil à ces moments-là. Donc c'est toujours, ça reste quand même une discussion, notamment entre les familles évidemment, mais aussi entre les établissements pour ajuster les dates de départ, parce que certains établissements peuvent ne pas avoir les capacités d'accueil dans une période donnée, ou voilà. Donc, c'est quand même toujours en concertation avec l'établissement du binôme, et évidemment avec les familles aussi, mais cette partie-là, pour les établissements, elle est importante parce que l'objectif, c'est quand même que les échanges se passent dans les meilleures conditions, donc dans les meilleures conditions d'accueil, et l'objectif, c'est pas de mettre les établissements en difficulté. La période d'échange va de 4 à 8 semaines si l'on part sur une durée de 4 semaines, incluant 2 semaines de vacances. Peut-on considérer cette période d'échange comme valable pédagogiquement parlant? Ça, c'est de l'évaluation, on va dire, subjective, c'est-à-dire vous avez à votre disposition dans la note de cadrage une fiche de suivi pédagogique qui est à remplir avant, pendant et après l'échange. Après, c'est à vous de considérer les choses au regard de la durée de l'échange. Voilà. Là, c'est vrai que c'est à votre entière disposition hein, de ce côté-là. Voilà. Mais il n'y a pas il y a rien Non. qui invalide l'échange à partir du moment où il est resté 4 semaines. Bon. L'idéal, c'est quand même d'avoir un temps, 2 semaines, ça reste assez court en établissement. C'est quand Oui, même. deux semaines, là, ça paraît quand même. On voit pas trop l'intérêt d'un échange, à part, enfin, principalement partir en vacances dans un autre pays, quoi. Donc, 2 semaines, ça me paraît pas très pertinent d'un point de vue d'échange pédagogique et d'immersion dans un autre établissement ou du réseau ou de France. Donc, plutôt 4 plus 2, mais 2 plus 2, ça me paraît quand même assez C'est pour court. ça.
C'est pour ça que j'ai posé la question, en fait. Parce que Ouais. dans les années précédentes, il y a eu des cas comme ça. Et donc, il était bien prévu que l'esprit d'échange, c'était une poursuite de scolarité Bah oui, c'est pendant ça. un temps relativement compact pour que la scolarité se fasse, quoi. Donc, si on Oui, dit 4 complètement. semaines, on inclut les vacances, c'est pas possible. C'est Hmm. au moins 4 semaines. Oui, c'est ça. Bah, sinon, c'est effectivement le programme perd un peu de son sens quand même, hein, je trouve. Ouais. Merci. Alors, quels sont les véritables changements dans la procédure par rapport aux années précédentes? Nous, on a notamment retravaillé, par exemple, les formulaires de candidature élèves et représentants légaux, et notamment la partie qui est dédiée aux vœux, pour essayer de faire en sorte que les vœux soient pas restrictifs pour la constitution des binômes. Et donc, les élèves ont la possibilité de saisir, par exemple, deux vœux lycée, et après, ils passent directement à l'échelon pays, parce qu'on s'est rendu compte que les années précédentes, le fait de saisir, par exemple, 5 établissements, c'était très restrictif, et ça compliquait la constitution des binômes. Donc, on a essayé d'élargir cette phase-là. Et puis, on a mis en place aussi cette note de cadrage qui permet comme son nom l'indique, de cadrer la procédure en établissement et de faire en sorte que vous ayez aussi un document de référence en établissement pour expliquer le programme et puis pour vous y référencer aussi lorsque vous avez des questions, notamment de famille ou d'élèves. Donc voilà. Mais grosso modo, la procédure reste la même avec constitution des binômes, constitution automatique des binômes avec les algorithmes. Et la nouveauté aussi de cette année, c'est la commission qui se tiendra le 28 janvier et qui aura pour objectif en fait de proposer des binômes à des élèves qui n'ont pas eu de proposition. Donc voilà. Et la nouveauté aussi de cette note de cadrage, c'est qu'elle a été revue entièrement par le service des affaires juridiques ici au siège de l'AEFE, ce qui permet aussi de donner une assise, on va dire, réglementaire, juridique, sur laquelle vous pouvez également vous appuyer. Voilà. Alors, dans l'onglet candidature d'ADN Mobilité, il y a un menu déroulant permettant de choisir la session, mais les deux seules sessions qui apparaissent sont 2023 et 2024. Oui, tout à fait. En fait, comme je vous disais, la phase de saisie en ligne, ça sera à partir du 22 novembre. Donc, en fait, là, c'est normal que la session 2025 n'apparaisse pas encore, puisque les élèves n'ont pas la possibilité encore de saisir leur candidature en ligne. Mais ça sera évidemment mis à jour et il y aura la session 2025 qui apparaîtra donc pour cette campagne. Alors, quel document communiquer aux référents du lycée du binôme? Les feuilles de route. En fait, vous parlez du référent, donc pas de votre référent, vous, de l'établissement. Oui, en fait, les années précédentes, quand on avait un échange de binôme, le référent envoyait au référent qui réceptionnait notre élève les documents qu'en fait la famille doit fournir. C'est-à-dire une copie du passeport, la vaccination, etc., etc. Est-ce que ça continue comme ça? Est-ce que nous, en tant que référent, on communique ces documents aux référents qui réceptionnent? Euh, bah, euh, oui, je pensais que c'était fait directement entre les familles, mais Parce que chaque établissement doit faire une copie pronote, normalement, c'est ça? mhm. Donc, il y a une copie pronote qui est envoyée au référent. Et avant, il y avait une copie de tous les documents administratifs, en plus du suivi pédagogique qu'on envoyait au référent. Est-ce que c'est pour le cas ou pas? Écoutez, je pensais que c'était directement auprès des familles en fait que c'était géré cet échange administratif. Euh, C'est-à-dire que l'établissement n'a aucun document qui concerne l'élève qui le reçoit. C'est ça que ça veut dire, si on donne rien. Documents, vous parlez par exemple de documents d'identité, documents administratifs. Une copie du carnet de vaccination. Si l'élève a un problème dans la cour, enfin, je sais pas, s'il tombe, etc., est-ce que l'établissement receveur
ne doit pas avoir des documents qui concernent Oui, l'élève qui le reçoit. ouais, tout à fait. Bah, dans ce cas-là, oui, il vaut mieux quand même que ces documents-là soient auprès de l'établissement. Bonjour. En fait, il reste à savoir simplement si le site Agora propose ces documents à l'usage des établissements d'accueil également. En fait, si la fiche sanitaire, la fiche pédagogique est renseignée par l'établissement d'envoi sur Agora et l'établissement d'accueil a tout sur Agora, ça évite de se les envoyer entre référents. En Mm. fait, on avait 7-8 documents qu'on s'envoyait chaque année, mais là, ça peut être le lien fait sur le site, c'est à savoir, c'est tout. Mm. Oui, bah, en fait, cette option-là, on l'a envisagé c'est-à-dire de laisser un espace où les référents des deux établissements peuvent échanger des documents. Maintenant, le problème, c'est que ça demande des développements en fait sur la plateforme et qu'on n'a pas pu les faire pour cette édition-là. Donc, ça sera sans doute fait pour la prochaine campagne, pour la prochaine session, en fait, la session 2026. Parce que ça faciliterait effectivement la vie des référents ADN, d'avoir en fait dans l'espace dédié au programme ADN Mobilité pour chaque binôme, d'avoir des documents qui correspondent aux deux binômes. Ça n'a pas pu être fait cette année, donc oui, on va garder le fonctionnement des précédentes éditions. Chez nous, bonjour. Nous, on vérifie les documents administratifs. En revanche, les familles se les échangent et l'élève part avec tous les documents. Ah oui, Donc, oui, ça, oui. Ouais. Oui, ça évite aux référents d'ajouter du travail sur cette préparation. Mm. Ouais. Bah, c'est plus simple en fait si ça passe quand même par les familles et en fait au moment alors il n'y a pas d'inscription dans le nouvel établissement, mais au moment de l'accueil de l'élève dans l'établissement d'échange, c'est à ce moment-là peut-être que c'est pertinent de donner tous les documents. oui, bah, c'est surtout que si dans un établissement, le référent doit gérer 25 cas individuels, c'est que ça peut très vite être quand même compliqué. Enfin, mais si ça passe par les familles en direct et que l'élève vient avec ses documents, oui, c'est quand même plus simple. Et ça évite au référent d'être un peu débordé avec la gestion administrative. Mais on Mm. va quand même en rediscuter en interne parce on n'avait pas forcément noté ces points-là. Et on vous communiquera un peu le process. Je prends juste un exemple tout simple, mais c'est-à-dire que là, je sais qu'à l'établissement, moi je l'ai toujours fait, on envoie toutes les informations en Pronote au collègue référent, qui lui-même les intègre dans son Pronote, ce qui permet à la famille d'accueil d'avoir accès au suivi de son enfant, même quel que soit le pays. Et je trouve que c'est vraiment un truc que la famille ne peut pas faire, puisque c'est le référent qui va l'intégrer dans son propre Pronote. En fait, c'est plein de petits documents. Et puis bah, après, c'est vrai que contrairement à ce que vous dites, moi, je travaille au quotidien. Je n'ai pas toujours la disponibilité immédiate d'accueillir un élève. Je vais l'avoir dans la journée. Mais par contre, si j'ai l'information avant, je peux la traiter. Et c'est vrai que d'avoir en copie sur Agora ou autrement les informations, ça permet vraiment d'avoir, je sais pas, j'ai besoin d'un coup de téléphone, enfin, j'ai besoin d'une information quelconque, c'est bien les avoir. Donc, je pense qu'Agora pourrait servir ce de relais pour ça. C'est Ouais. bien. Après Pronote, tous les établissements n'utilisent pas Pronote non plus. Donc, bon, on a aussi, enfin, il faut tenir compte un peu de tous les cas de figure. Donc, ça peut pas être si automatique et systématique. Et là, comme le disait Paul, la plateforme, pour l'instant, elle ne prévoit pas cet espace de transfert de documents. Mais ça, on pourra l'envisager l'année prochaine. Ouais. Donc là, il faut qu'on trouve une alternative pour cette année. Mais si je peux me permettre, les documents que la famille doit réunir, donc signer les décharges de soins, attester d'une assurance qui prenne en charge à l'étranger. En tout cas, moi au Vietnam, je sais que certaines familles ne savent pas en quoi ça consiste une assurance. C'est pas comme en France, quoi. Donc, on a toujours gardé un regard sur ces documents-là pour s'assurer que tout était bien complété, que les dates de soins, par exemple, de décharge de soins correspondaient bien aux dates de voyage, etc. Si on laisse partir l'élève avec les documents sans qu'on ait pu avoir un retour dessus et sans qu'on les communique au préalable aux référents, je ne sais pas si c'est bienveillant. Moi, j'ai eu des cas d'élèves qui se sont retrouvés bloqués en France, par exemple, alors qu'ils partaient en Espagne. Et à ce moment-là, quand l'élève se retrouve tout seul bloqué en France, il y a un retard d'avion, il se retrouve seul. On fait quoi?
Ouais. Ok, bon, écoutez, on va réfléchir à tout ça en interne et puis on va essayer de trouver une méthodologie à vous communiquer pour que tout le monde fonctionne quand même de la même façon et la plus opérationnelle possible. Après, enfin, si l'élève il est bloqué dans un pays, enfin, je comprends pas trop ce que ça changerait. Enfin, s'il a un problème, qu'il rate son vol. Alors, dans un Enfin, pays, peut-être, ça ne changera rien, sauf que si c'est le référent qui attend l'élève, qui doit le réceptionner, il a déjà les papiers, il peut aussi lui se renseigner. Il y a moins du Vietnam, j'aurais plus de difficultés à trouver quelqu'un en Paris que quelqu'un qui est en Europe. Mhm. Deuxième chose, si l'élève est détourné parce que l'aéroport dans lequel il doit atterrir n'est pas est bloqué pour une raison X ou Y, hein, euh, au moins la personne, le référent, il sait qui il cherche. Enfin, je sais pas. Après, il y a un document de suivi, en fait, un grand document Excel avec Ouais. une feuille départ et une feuille arrivée, et qui vous permet notamment en établissement d'avoir, enfin, de cocher, de noter Qui les arrive. différents des élèves, les dates d'arrivée, et d'avoir un peu un suivi aussi de ces échanges-là. Ouais, mais ça c'est pour notre gestion à nous, des élèves. Oui. Ça, jusque-là, Mhm. moi, s'il faut communiquer ou pas ces documents aux référents, voilà, c'est tout. Ok, très bien. Ouais. Le document qui est en SCA qui reprend les. Ouais. Ok, très bien. Ben, on vous tiendra au courant de la méthode retenue. Alors, j'imagine que les périodes de vacances ne sont pas comptabilisées dans le nombre de semaines de la période d'échange. Si, tout à fait. En fait, quand on dit entre 4 et 8 semaines, c'est 4 à 8 semaines sur place, en fait, dans le pays. Donc, en comptant les vacances au milieu. D'ailleurs, c'est souvent l'objet des discussions entre les familles pour savoir comment s'organise en fonction des vacances scolaires. Est-ce que il reste une semaine, 2 semaines? Enfin voilà. Mais c'est bien pris en compte c'est bien comptabilisé dans la période d'échange. Alors, vous me confirmez que le nombre de semaines est le même pour les deux élèves? C'est-à-dire, enfin, vous voulez dire le nombre de semaines qui est défini à l'aller et le même qui est défini au retour? C'est ça l'idée? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, Si l'un fait 6 semaines, l'autre doit faire 6 semaines. idéalement, oui. Idéalement, oui. Après, s'il y a des contraintes du côté de l'établissement ou du côté de la famille, cette période-là peut être ajustée, mais idéalement, c'est quand même le principe, c'est de faire quand même le même nombre de semaines sur place. Alors, initialement, le pouvoir m'indiquait une période d'échange de 6 à 8 semaines, l'abaissement à 4 semaines, est à mon sens peu compatible avec la possibilité. Alors ça, on ne l'a pas changé, hein, le 4 à 8 semaines, c'était déjà le cas, mais c'est vrai qu'il y avait quand même, en fait, dans les faits, la période idéale, qui est la plus souvent choisie, c'est 6 semaines. Mais ça, on n'a pas du tout touché à cette période. Donc oui, évidemment, c'est sûr que 4 semaines, s'il y a 2 semaines de vacances scolaires, ça fait très court sur place. En général, ce qui est privilégié, c'est 6 semaines d'échange. Hein. Alors, quel pourcentage d'élèves l'année dernière ne sont pas partis? Alors, l'an dernier, il n'y a pas eu, enfin, il y a eu quelques échanges entre établissements, mais c'était pas dans le cadre direct du programme ADEN Mobilité. Sur les dernières données, il y a eu à peu près 1600 candidatures pour 1100 et quelques euh, candidats qui sont vraiment partis. Mais il faut aussi prendre en compte que les élèves pouvaient, par exemple, dans un établissement où il y avait, enfin, le nombre de candidats potentiels était supérieur au nombre de places disponibles dans le programme. Donc, c'est un peu à prendre avec des pincettes ces données-là.
Là, on va essayer évidemment de faire en sorte que tous les élèves qui candidatent officiellement, c'est-à-dire qui saisissent en ligne leur dossier de candidature, puissent partir. Après, évidemment, on verra en fonction des premiers et deuxièmes tours, de l'appariement des binômes qui est fait. Euh, mais on va essayer de faire en sorte que le nombre de places disponibles corresponde au nombre d'élèves qui peuvent partir en échange. Alors, donc la période d'échange, donc ça va bien de 4 à 8 semaines. Chez nous, ce sont les familles qui échangent les documents administratifs. Le référent n'envoie que la fiche pédagogique. C'est comme ça qu'on l'avait pensé. L'élève apporte avec lui tous les documents. Ok. Bon, ben on va réfléchir à ce point-là. Mais... C'est déjà. Alors, trouver le contact de nos référents ADN. Alors, le Se contact mettre en sur relation. Orion. En fait, à partir du moment où vous aurez où les propositions de binôme vont être faites au premier et second tour de l'algorithme, vous aurez le contact du référent ADN du binôme qui est proposé. Donc, ça sera directement sur la plateforme Agoramonde, dans la partie candidature, en fait. Donc, ça Peut-être vous la, donne le ouais. contact des référents qui apparaîtra. Peut-être la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une liste des contacts ADN de tous les établissements? Non, je ne sais pas si c'était ça la question. Oui, je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est Ouais. le contact. Est-ce que vous pourriez préciser éventuellement? Oui, c'était ça la question. Merci. Ah. J'avais vu le sous-entendu dans la... alors, cette liste, elle n'est pas... non, nous, on a la liste de tous les référents des relais Agora au sein du réseau, mais on n'a pas comment dire, de communiquer à tous les établissements cette liste. Et je ne sais pas si d'un point de vue RGPD, on peut le faire, donc je ne pense pas. Donc, a priori, pour l'instant, il n'y a pas de communication de tous les référents du réseau. Donc, nous avons l'habitude d'avoir une copie de tous les documents. Ok. Bon, je vois qu'il y a un échange des bonnes pratiques sur le chat. C'est bien. Ça nous permet d'avoir une idée. Ensuite, les vidéos entre binômes sont-elles toujours attendues? Alors, bah, c'est justement un point qu'on voulait aborder. Parce qu'effectivement, il y avait les vidéos ADN au quotidien qui étaient faites. L'effectif qu'il y a à la UFE qui s'occupe du programme, il y avait en fait avant une équipe qui était dédiée au programme et une équipe notamment communication qui était dédiée à la plateforme Agoramonde. On n'a plus aujourd'hui cet effectif-là, donc c'est vrai que on n'aura pas les mêmes capacités, notamment pour la gestion de toutes ces vidéos. Par contre, ce qu'on vous encourage, c'est notamment d'encourager vos élèves à continuer à faire des vidéos pour valoriser le programme et notamment pour que ça puisse vous servir aussi à vous en établissement pour présenter le programme l'année d'après et d'avoir c'est toujours mieux d'avoir une vidéo qui incarne le programme, qui incarne l'échange. Maintenant, toutes ces vidéos seront pas forcément publiées sur la plateforme comme c'était le cas les années précédentes. Mais il y aura, enfin, on va réfléchir, nous, de notre côté, à voir comment on peut valoriser avec des vidéos, parce que c'est quand même un support qui est utile, qui est pratique. Comment on peut valoriser certains échanges et d'avoir des retours de témoignages d'élèves qui ont participé. Mais il y a plus d'attendus comme c'était le cas les années précédentes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très Je vous bien. invite à nous écrire si jamais vous avez d'autres questions ou d'éventuels problèmes à nous faire remonter. Vous pouvez nous écrire, je la remets dans le chat, l'adresse.
Voilà, donc agora.aefe@diplomatie.gouv.fr. Merci pour votre participation. Merci beaucoup, merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.